Je m'appelle Jean-Pierre Duperron et je vais vous parler de la partie la plus importante du livre que je viens de faire publier et qui s'intitule L'influence de l'hétérogénéité de la Lune sur son accélération séculaire et sur les parcours des éclipses antiques. Initialement, c'était un document destiné aux astrophysiciens et aux historiens et je ne comptais pas le faire éditer. Ce détail explique son titre peu vendeur pour tous ceux qui ne s'intéressent pas à l'astronomie. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retenir l'attention des spécialistes. Pour cette raison, comme cette étude peut également intéresser les passionnés des anciennes civilisations, je me suis décidé à franchir le pas de la publication. Cependant, cette décision pose une difficulté pour la présentation de mon livre. Effectivement, la plupart des amateurs de l'Antiquité lisent pour se distraire ou se cultiver et n'ont pas envie de se prendre la tête avec la mécanique céleste, ce que je peux comprendre. Or, même si ce problème astronomique, qui est le pivot de mon livre, n'est abordé qu'en 7 pages, il est indispensable d'avoir une idée de la cause du phénomène pour ne pas avoir de doute sur le sérieux de mon étude. Pour éviter une trop longue présentation, je passerai donc partiellement sous silence les 108 pages qui expliquent comment je suis arrivé à remettre en cause les calculs des astronomes et les 165 pages qui sont consacrées aux conséquences et à l'influence des éclipses sur les civilisations de l'Antiquité. Cependant, rassurez-vous, n'étant pas astrophysicien, je vais tout faire pour vous expliquer le plus simplement possible la singularité du comportement du couple Terre-Lune, non encore pris en compte dans les équations astronomiques. Pour cela, j'ai réalisé spécialement pour cette vidéo ce simulateur lunaire qui permet de vérifier certaines affirmations de mon hypothèse. Nous le verrons en détail vers la fin de cette vidéo. Pour le moment, je vais commencer avec ce petit planétaire pédagogique dont cette partie est l'équivalent de mon simulateur à un détail important près. Ici, la Lune est fixe et là, elle tourne librement. Pour bien visualiser quelle différence il y a entre la théorie des astronomes et mon hypothèse, j'ai pensé que le mieux était d'organiser une compétition entre la Lune des astronomes et la mienne, genre course de petits chevaux. Je vous présente la piste que j'ai imaginée pour ce championnat. Avant de commencer cette course, quelques explications sur les marquages des bords de cette piste. Dans la réalité, pour cette période de 5400 ans, d'après les dernières mesures faites sur l'éloignement de la Lune, elle devrait faire 205 mètres de longueur. Tout en haut, nous avons le report du résultat de l'équation la plus courante pour tenir compte de la dérive des éclipses. C'est cette équation, dite ΔT, qui permet de déterminer en partie à quels endroits sur Terre les éclipses ont été visibles. C'est ce phénomène que les astronomes nomment l'accélération séculaire et dont je conteste les résultats pour les périodes de l'Antiquité. Avec les cartes des éclipses disponibles sur le site de la NASA, nous allons voir rapidement de quoi il s'agit. Je commence arbitrairement avec l'éclipse solaire totale de l'an 1806. Puis, je rajoute celle de l'an 1860 et enfin celle de l'an 1914. On remarque que ces 3 éclipses ont presque la même allure générale, mais que leur soleil central respectif se décale vers l'est avec le temps. Pour expliquer ce numéro 124, ainsi que les 54 ans qui séparent ces éclipses, je vais partir de ce maître ruban. Il va me permettre d'aborder la partie la plus complexe, qui est la détermination des dates et des tracés des éclipses. Normalement, comme je ne remets pas en cause ces calculs, je ne devrais pas aborder ce problème. Cependant, je ne peux pas passer sous silence ce point important si l'on veut avoir une idée générale sur la datation des éclipses. Pour cette explication sommaire, le mieux est de prendre ce petit planétaire. Vous pouvez remarquer ici qu'il utilise les engrenages pour reproduire approximativement le comportement du trio Soleil-Terre-Lune.
Pour une simulation plus réaliste, il faudrait rajouter plus d'engrenages. Dans la réalité, tous les mouvements planétaires sont cycliques, mais en plus complexes. Autrement dit, quelle que soit la configuration, sans perturbation extérieure, au bout d'un certain temps, qui dépend du nombre de cycles, la séquence complète se reproduira toujours dans le même ordre. De nos jours, cette séquence est connue sous le terme de Saros. Elle a une durée de 223 mois lunaires synodiques, soit 18 ans, 11 jours et des poussières. Comme il y a eu pendant ces 5400 ans, quelques 300 Saros. 1,9 cm de ce mètre ruban représente 3 Saros, soit 54 ans. Voilà pourquoi les 3 éclipses solaires que nous avons vues plus haut sont espacées de 54 ans et pourquoi elles ont le même numéro de Saros, le 124. Puisque durant cette période, la durée des mois lunaires n'a dû varier que de quelques millisecondes, on comprend mieux pourquoi les astronomes peuvent calculer avec précision les dates et les tracés de toutes les éclipses qui se sont produites depuis l'Antiquité. Ce livre, de 470 pages, écrit par le scientifique Jean Meusse, donne toutes les formules mathématiques permettant de réaliser cette prouesse. Cela étant dit, revenons au problème de la dérive des éclipses. Pour cela, dans un premier temps, je vais reprendre ce petit planétaire pour bien visualiser ce phénomène. Bon, d'accord, l'ombre de la Lune est beaucoup trop grosse, mais elle nous permet de bien voir les éclipses solaires. Comme la Terre tourne dans le sens anti-horaire, si elle ralentit, cela décale les éclipses vers l'est. La Lune, elle, lorsqu'elle s'éloigne, provoque toujours le déplacement des éclipses vers l'ouest. Effectivement, comme elle ne peut que s'éloigner de la Terre, cela augmente la durée de sa période de révolution. En effet, plus un satellite est loin de la Terre, moins il en fait le tour rapidement. Ce qu'il faut retenir de ces deux constatations est: plus la vitesse de rotation de la Terre est stable, et plus la Lune s'éloigne lentement, moins les éclipses dérivent. D'après les astrophysiciens, cette dérive des éclipses est provoquée par une perte de l'énergie cinétique de la Terre causée par les bourrelets des marées océaniques. Pour la conservation du mouvement cinétique, une partie de cette énergie est transférée à l'orbite lunaire. Ce transfert a deux effets. D'une part, il provoque actuellement l'éloignement de la Lune d'environ 3,8 cm par an, et d'autre part, il ralentit la période de la rotation terrestre de quelques millisecondes par siècle. Une petite remarque sur ce terme de l'accélération séculaire. Il semble correct si l'on regarde les chiffres. Ici, entre l'an 300 et l'an 650, les éclipses se seraient déplacées vers l'est à une vitesse de 17 minutes par siècle. Alors qu'entre l'an 1000 et l'an 1900, la vitesse n'aurait été que de 3 minutes par siècle, ce qui semble être plus rapide. En fait, c'est le contraire, c'est une décélération. Effectivement, si cette valeur tend vers zéro, cela ne veut pas dire que cette accélération tend vers une valeur infinie, mais, comme déjà signalé, que le couple Terre-Lune tend vers la stabilité. Avant de commencer cette course, je vous présente les deux championnes. Celle du haut est celle des astronomes, et celle du bas, la mienne. Elles parcourront cette piste en 30 secondes. Attention, top départ. Parfait. Ma championne a pris un excellent départ et elle prend de l'avance sur sa rivale. Zut, elle a ralenti. Il semble qu'elle ait un problème depuis l'an moins 1500. Ouf, heureusement. Après l'an moins 400, elle s'est ressaisie et elle est maintenant au coude à coude avec sa rivale. Qui va gagner? Bon, l'honneur est sauf, puisqu'elles ont franchi toutes les deux la ligne d'arrivée en même temps. Je pense que vous avez pu bien visualiser la différence de comportement de ma championne par rapport à celle des astronomes
entre les années moins 3500 et moins 400. Avant de vous expliquer la cause de cette singularité lunaire que j'ai détectée, je vais répondre à la question que vous devez certainement vous poser. Si cela a réellement eu lieu, pourquoi les astronomes ne l'ont pas vu? La réponse est simple. Seuls les historiens peuvent valider leurs calculs pour les éclipses anciennes, mais pour une multitude de raisons, ces derniers ont été aveugles et je pense que la principale cause de cette cécité est due au prestige qu'ont acquis les astronomes en réussissant à prédire les éclipses. C'est probablement pour cette raison qu'ils ont fait plus confiance dans les calculs astronomiques plutôt qu'aux écrits des scribes. Bien évidemment, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux éclipses de la civilisation pharaonique, comme tout le monde, la remise en cause des calculs astronomiques n'était même pas envisageable. Tout a commencé à changer lorsque j'ai essayé de comprendre ce que pouvait bien signifier un test sibyllin datant de l'an 9 d'Akhénaton. Petit à petit, grâce à mon étude sur les levées des actes de Cyrus, qui s'est révélé être la clé de décodage pour la conversion précise des dates pharaoniques en dates juliennes, j'ai fini par déduire qu'il s'agissait de la description d'une éclipse solaire totale. Cependant, celle-ci, d'après les calculs astronomiques, n'aurait pas été visible à l'aplomb de l'Égypte, mais au-dessus de l'océan Pacifique Nord. Où était l'erreur? Après avoir vérifié, revérifié et re-revérifié, j'ai fini par déduire que l'équation de l'accélération séculaire n'était pas valable pour la période antérieure à l'an moins 400. Sur ce panneau, j'ai reporté les nouvelles valeurs de l'accélération séculaire que j'ai déduites pour cette période. Assez vite, j'ai fait un rapprochement avec un cycliste roulant sur une route régulièrement vallonnée. Dans les montées, il ralentit en accumulant de l'énergie potentielle, celle-ci lui étant restituée en grande partie dans les descentes, ce qui l'accélère, ce qui nous donne cette belle sinusoïde blanche. Seulement, comme vous pouvez le voir avec cette courbe noire, qui est la vitesse que je trouve, cette sinusoïde ne correspond pas à cette supposition. Le problème étant donc de découvrir la cause de cette singularité et pourquoi cette courbe est dissymétrique. Après mûre réflexion, seule la Lune pouvait être à l'origine de cette anomalie et le principe de sa resynchronisation a fini par s'imposer. Normal. Comme la Lune a une période de rotation égale à sa période de révolution, si cette dernière, à cause de son éloignement, diminue sa période de révolution, sa période de rotation a deux possibilités. Soit elle se désynchronise, soit elle ralentit. Comme la Lune nous montre toujours la même face depuis plusieurs millénaires, c'est la deuxième supposition qui ne peut être que la bonne. Or, comme la Lune est hétérogène, si la force d'attraction terrestre est comprise dans une certaine fourchette, son ralentissement doit être suivi par une accélération. De plus, en s'éloignant régulièrement de la Terre, cette dernière lui apporte suffisamment d'énergie pour entretenir ce mouvement et, comme une horloge, la Lune doit rentrer en oscillation. Mais cette supposition n'explique toujours pas pourquoi le mouvement de balancement n'est pas symétrique. Effectivement, comme vous pouvez le constater avec ce pendule, il met le même temps pour aller de droite à gauche que de gauche à droite. Comme à ma connaissance, il n'existe pas de dispositif reproduisant un mouvement de balancier asymétrique. Pour mieux comprendre comment cette oscillation lunaire s'effectue, j'ai conçu ce petit simulateur. Remarque, le mouvement de balancier réel de la Lune doit être très faible, contrairement à cet appareil où il est fortement amplifié. Ici, avant l'an moins 3500, la Lune devait être à l'emplacement du cercle blanc et son balourd était, je suppose, à son maximum dans le carré blanc, à droite de l'axe Terre-Lune. Dans ce cas, le mouvement pendulaire va donc faire aller le balourd vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens de rotation horaire. Attention, top départ. Ici, vers l'an moins 1500,
le mouvement pendulaire s'est inversé et il va maintenant dans le sens anti-horaire. Puis, vers l'an -400, le mouvement pendulaire s'est de nouveau inversé. On remarque ici dans le cercle blanc que le mouvement pendulaire vers la gauche n'est pas encore, en l'an 1900, à son maximum. D'après mes déductions, il le sera vers l'an 2200. La différence entre une horloge et la Lune est que cette dernière tourne sur elle-même dans le sens anti-horaire. De ce fait, lorsque le mouvement de balancier est dans le sens horaire, la Lune est obligée de ralentir, ce qui détourne une partie de l'énergie transmise par la Terre pour la freiner, et cela ralentit son éloignement. Lorsque le mouvement de balancier s'inverse, il va dans le sens de rotation de la Lune, et toute l'énergie transmise par la Terre, plus celle qui a été utilisée pour la freiner, passe dans son éloignement. Aujourd'hui, je pense que cette courbe est façonnée par la Terre de la manière suivante. Pendant la phase montante, par couplage gravitationnel je suppose, la Lune oppose une grande résistance, ce qui freine fortement la rotation terrestre, et les éclipses dérivent rapidement vers l'est. Arrivé au sommet de cette courbe, la résistance de la Lune va en diminuant, ce qui explique la stabilisation de la vitesse de la rotation terrestre et par conséquent la faible dérive des éclipses. Pendant la phase descendante, en s'éloignant, la Lune oppose une plus faible résistance, ce qui freine moins la rotation terrestre, et les éclipses dérivent plus lentement vers l'est. En résumé, cette courbe, qui représente la vitesse de la dérive des éclipses, est exactement l'inverse de la courbe de la vitesse de l'éloignement lunaire. Quand la Lune s'éloigne rapidement, les éclipses dérivent lentement vers l'est et inversement. Actuellement, j'estime la durée du cycle complet de la resynchronisation lunaire à 37 siècles environ. Ci-dessus, la version de l'équation ΔT des astronomes la plus courante, à comparer avec la dernière version de l'équation ΔT que j'ai déduite pour cette période ci-dessous. Il est temps maintenant de voir si mon simulateur peut reproduire le comportement de la vraie Lune. D'abord, une petite présentation de cet engin. Il est composé de ce bras qui simule la révolution lunaire. C'est sur celui-ci que repose cette mini-lune qui est lestée avec un anneau en plomb et qui a un léger balourd côté face invisible. Comme déjà dit, elle peut tourner librement puisqu'elle est simplement posée sur une aiguille et qu'elle n'a pas de moteur. Ici, c'est un petit vérin électrique qui permet de simuler l'éloignement de la Lune grâce à ce boîtier de télécommande. La vitesse de déplacement de ce vérin est réglée ici. Nous avons ici une caméra avec un éclairage permettant de mieux observer la synchronisation de cette mini-lune. Ici, c'est la liaison haute fréquence qui transmet la vidéo de la caméra à un vidéoprojecteur. Dans ce simulateur, contrairement à la réalité, cette mini-Terre ici n'a qu'un rôle décoratif. En dernier, la batterie et le contrepoids d'équilibrage. Bien entendu, il ne faut pas oublier le moteur de révolution qui est à l'intérieur de ce coffret, avec sa commande qui permet de faire varier sa vitesse. Normalement, à très faible vitesse, cette mini-lune ne devrait pas tourner. Mais les frottements sur la pointe de l'aiguille à cette échelle ne sont pas négligeables. À plus grande vitesse, la force centrifuge crée une gravité artificielle qui petit à petit synchronise le balourd de cette mini-lune sur sa période de révolution. L'arrêt permet de constater qu'elle tourne naturellement dans le sens anti-horaire. Maintenant, pour voir comment cette mini-lune se synchronise, il faut monter l'écran du vidéoprojecteur, allumer la caméra avec son éclairage, éteindre la lumière et allumer le vidéoprojecteur. Et voici l'image de la caméra. La configuration de départ est une mini-lune immobile avec le moteur de révolution à l'arrêt. Je vais démarrer la rotation du bras de révolution et je vais vous commenter ce qu'il va se passer. Une petite remarque avant de commencer.
Pour bien voir la différence de la durée des balancements aller et retour, il est préférable de regarder le déplacement de l'index noir uniquement dans la zone à droite du trait central. Attention, c'est un peu rapide. Top départ. Comme déjà dit, on constate bien que cette mini-lune tend à se synchroniser sur sa période de révolution, mais que son balancement n'est pas symétrique. Comme vous pouvez le constater, il est légèrement plus rapide lorsqu'il va de gauche à droite. Autrement dit, le sens anti-horaire est plus rapide que le sens horaire. En dernier, il faut vérifier que l'éloignement de la Lune provoque bien un ralentissement de sa période de rotation suivi d'une resynchronisation. Attention, top départ. On constate bien que la mini-lune ralentit sa rotation puisque son déplacement est dans le sens horaire. Vous avez pu remarquer que mon simulateur reproduit assez bien le comportement de la vraie Lune tel que je l'ai déduit. En fait, il semble que la différence entre les durées des balancements horaires et anti-horaires de mon simulateur soit plus faible que celle que j'ai trouvée, mais cela n'a rien d'anormal. Effectivement, il n'est pas facile de concevoir un simulateur qui reproduise exactement la réalité. En dernier, si mes explications ne vous ont pas entièrement convaincu, et si vous pensiez que je me suis fait piéger par des coïncidences fortuites, 2 éclipses antiques permettent de vérifier cette possibilité. Il s'agit des 2 éclipses solaires évoquées par le poète Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. La procédure consiste à calculer les probabilités que les 2 dates trouvées pour ces 2 éclipses soient réellement celles qui ont eu lieu à la fin de la guerre de Troie. En comparant la valeur du résultat de ce calcul au seuil de quasi-certitude, vous aurez une réponse assez objective. Pour effectuer ce calcul, voici les données dont je dispose pour ces 2 éclipses. Ces 11 configurations astrales ont été déduites de l'interprétation des textes. En réalité, ces 2 éclipses ne sont pas décrites explicitement par Homère. Tous les spécialistes des tests homériques traduisent ces allusions cosmiques comme des fins de cycle permettant la transition entre 2 récits. Pourtant, nous verrons plus loin que la 8e configuration astrale, plus les 3 dernières écrites en jaune, valident sans aucune ambiguïté le fait que les tests homériques ne reposent pas uniquement sur des légendes. De plus, nous allons pouvoir vérifier que les 2 éclipses solaires que j'ai déterminées sont en tout point conformes à cette liste, à une exception pour le mot matin, écrit en bleu, qui doit être remplacé par le mot soir. Voici en jaune les dates des 2 éclipses que j'ai déterminées et vous pouvez vérifier qu'elles sont bien espacées de 10 ans. Comme je le souligne en bleu, la mort de Patrocle a eu lieu vers la fin du printemps et le massacre des prétendants a bien eu lieu en automne. Normalement, si la date de la fin de la guerre de Troie a bien été déterminée par les historiens, la date de l'éclipse de la mort de Patrocle devrait être comprise dans la fourchette de cette estimation. Mais ce n'est pas clair. Pour vous faire votre propre idée, je vous donne toutes les dates que j'ai trouvées. Ensuite, grâce au logiciel astronomique Stellarium, j'ai pu vérifier que ces 2 éclipses étaient bien partielles avec un taux d'occultation relativement important. Ce même logiciel permet aussi de constater que ces 2 éclipses ont été visibles l'après-midi. Il peut également calculer que les constellations du Bouvier et des Pléiades pouvaient bien être observées simultanément au coucher du soleil 29 jours avant l'éclipse du massacre des prétendants. Et comme déjà signalé, ce sont les 3 dernières configurations astrales qui sont les plus intéressantes à analyser. Tout d'abord, on peut constater que Vénus est citée 2 fois et 1 fois Mercure. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire est que ces 2 planètes ont été visibles alors qu'il ne faisait pas nuit. Autrement dit, c'est la description de 3 levées héliaques, ou plus exactement, comme on le verra après, de 2 levées et d'un coucher héliaque. Le logiciel Stellarium permet encore une fois
de constater, grâce au calcul de l'Arcus Visionis, que 3 jours après l'éclipse de la mort de Patrocle, il y a bien eu un lever héliaque de Vénus. La configuration astrale suivante concerne le lever, ou plus exactement, comme Stellarium permet de le visualiser, du coucher héliaque de Vénus, 5 jours avant le massacre des prétendants. Et enfin, le dernier de la liste, le lever héliaque de Mercure, 33 jours avant le massacre des prétendants. Maintenant voici, grâce au site de la NASA, la visualisation des 2 éclipses que je propose comme étant celles évoquées dans les tests homériques. J'ai reporté avec des points rouges les positions théoriques de 3 et d'Ithaque calculées par rapport au parcours des 2 éclipses. Une remarque, comme pour l'éclipse de l'an 9 d'Akhenaton, qui a eu lieu 176 ans plus tôt, ces 2 éclipses auraient été visibles, d'après les astronomes, au-dessus de l'océan Pacifique Nord. Je vais terminer cette rapide présentation par le calcul des probabilités qu'avait le créateur des tests homériques de trouver, par hasard, des configurations astrales qu'officiellement il ne pouvait pas connaître. Pour cela, imaginons ce poète désirant incorporer des événements astronomiques pour harmoniser son récit. Comme il veut que cela ait l'air plus réaliste, il décide de fabriquer un générateur d'événements aléatoires. Pour reconstituer ce générateur fictif, je vais prendre les données a priori incontestables à notre disposition, soit le nombre de jours, plus les 4 dernières configurations astrales. Le nombre minimum de jours est égal aux 33 jours avant, plus le jour de l'éclipse, plus les 3 jours après, soit 37 jours, c'est-à-dire exactement le nombre de cases d'une roulette de casino français. À cela, il faut rajouter les configurations astrales, qui sont les 2 constellations, les levées héliaques de Vénus et de Mercure, matin et soir, soit 5 possibilités. Il faut donc effectuer 2 tirages pour trouver aléatoirement une configuration astrale. On peut en déduire que le créateur des tests homériques, en effectuant ces 8 tirages, avait une chance sur plus de 1 milliard de trouver par hasard des événements qui se sont produits officiellement à plus de 12 000 km de la Grèce. La conclusion est incroyable. Les tests homériques valident mon hypothèse qui, elle, valide le fait que les tests homériques ne reposent pas uniquement sur des légendes. Bien, comme promis, pour éviter une trop longue présentation, je vais arrêter ici mes explications.